L'invité de Smart Impact, c'est Dorothée Rouzet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor qui publie son rapport final sur les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone. Quel est l'objectif, l'ambition de ce rapport ? Alors le contexte de ce rapport, c'est évidemment les ambitions climatiques de la France, qui, comme les autres pays européens, s'y fixaient l'objectif de réduire ses émissions brutes de moitié en 2030 par rapport à 1990 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc on sait que ça implique des transformations profondes de notre économie. Et du point de vue du Trésor, l'idée c'était de faire le maximum pour pouvoir anticiper ces transitions, d'en connaître les coûts, de pouvoir du coup les atténuer, de pouvoir les accompagner, et ce par une étude approfondie. On s'est placé dans le temps long, on a mis presque 2 ans à faire ce travail. Ouais, en s'appuyant sur quelles données ? Tout un ensemble de données. On a fait des analyses à la fois transversales sur la croissance, la compétitivité, l'emploi, des analyses plus sectorielles, l'agriculture, l'industrie, le transport, l'énergie. On a regardé la littérature économique, les études académiques, on a regardé ce qui s'est fait à l'étranger, on a regardé les données françaises pour essayer d'avoir une approche vraiment globale pour pouvoir appréhender ces enjeux. Est-ce qu'il y a une leçon générale ? C'est toujours difficile de résumer un tel travail en une phrase d'1 minute, mais est-ce qu'il y a une leçon générale ? Alors, la leçon, c'est très compliqué d'en ressortir une seule, parce que justement, il y a beaucoup de messages. Je pense que peut-être sur l'aspect vraiment assez macroéconomique, déjà, une leçon d'ensemble, c'est que la transition, les politiques de transition ont un coût économique, que ce coût, il est relativement modéré, on peut y revenir, il est aussi transitoire, il est bien moindre que le coût de l'inaction, le coût du réchauffement et des dommages climatiques si on ne fait rien. Ouais. Est-ce que, moi, en lisant le rapport, je me suis dit, bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est un défi surmontable. C'est déjà le premier élément important. Et puis, il y a souvent le discours qui consiste à dire, ça impacte trop la croissance d'un pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Là-dessus, donc, si je détaille un petit peu, donc, on a regardé quel est l'impact sur la croissance. Alors, on s'est placé à horizon 2030 et à horizon 2050. Évidemment, 2050, c'est très incertain, mais à horizon 2030, c'est pas si loin. Et on regarde quels sont les canaux par lesquels les politiques climatiques affectent la croissance. Il y a évidemment le renchérissement du coût des émissions. Alors, ça peut passer par la tarification carbone, mais aussi par les réglementations qui sont des coûts indirects ou d'autres politiques. Et ça a un effet négatif sur la croissance de l'ordre de un peu moins de 1 point de PIB à horizon 2030. En face, on va devoir faire beaucoup d'investissements et ces investissements, en fait, c'est plutôt un effet stimulant sur la croissance. Même si il doit être financé par ailleurs, en réduisant d'autres dépenses, etc. Mais c'est quand même un effet positif. Quand on met tout ça ensemble, on aboutit à un coût qui est entre 1,5 et 1 point de PIB, selon ce qu'on suppose que font les autres pays à horizon 2030. C'est significatif, mais c'est pas insurmontable, comme vous le disiez. Ouais. Quand on regarde le réchauffement moyen des températures par rapport à l'ère pré-industrielle, on est déjà à plus 1,2% au niveau mondial. Et puis, peut-être que tout le monde ne le sait pas, donc il faut le rappeler, la France, on est plutôt à plus 2%, plus 2,1 degrés, plus 2 degrés, plus 2,1 degrés en France. Est-ce qu'il y a des conséquences économiques déjà palpables de ce réchauffement dans notre pays ? Oui, absolument. On le voit déjà dans les événements, ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes, autrement dit les catastrophes naturelles directement liées au réchauffement. Pour prendre un exemple, le coût de la sécheresse de 2022, simplement en termes de sinistralité, donc des dommages assurables, c'était 3 milliards d'euros. C'est le plus gros sinistre depuis que le régime CatNat existe depuis 40 ans. Et malheureusement, ce record risque d'être battu dans les prochaines années. On sait que c'est voué à se multiplier. Vous le disiez, en France, le réchauffement va plutôt plus vite que dans le monde. Le coût de l'inaction au niveau mondial, il a été chiffré par un réseau de banques centrales pour le verdissement du système financier. En gros, si on ne fait rien, on aura un réchauffement de 3 degrés au niveau mondial, ça veut dire 4 degrés pour la France. Et au niveau mondial, ça veut dire en 2050, un PIB 15% inférieur à ce qu'il aurait été sinon. Donc c'est très gros. Et pourquoi ? Parce qu'on a ces événements climatiques qui détruisent du capital, des infrastructures, des logements, parce qu'on a un coût de la chaleur en termes de productivité, en termes de santé, parce que on a en fait tout un ensemble de conséquences. Et pour certains pays aussi une baisse de rendement agricole qui est importante. Donc le réchauffement, il a déjà des conséquences économiques et c'est malheureusement voué à s'accélérer. À continuer à s'accélérer. Le coût de l'inaction, c'est vraiment l'autre leçon importante, je trouve, de ce rapport.
c'est un constat que vous faites, que font les économistes, c'est un constat que font les scientifiques, mais ça n'empêche pas les États-Unis de Donald Trump ou même le Parlement européen, d'une certaine façon, à un degré moins, de faire marche arrière sur un certain nombre d'ambitions environnementales. Comment vous expliquez ce paradoxe ou cet aveuglement ? Alors déjà, je ne mettrais pas tout dans le même panier. Hein. Non, au niveau européen, on essaye de simplifier sans renoncer à nos ambitions. Du côté américain, oui, évidemment, c'est une source de préoccupation, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris et le recul plus général sur les ambitions environnementales. Et ça va à l'encontre de ce qui a été fait par la coopération internationale depuis quand même un certain temps en termes d'aller vers la sortie des énergies fossiles. Mais est-ce qu'on doit se poser des questions ? Je suis d'accord, on ne peut pas mettre les deux sur le même niveau. On consacre beaucoup de débats à la CSRD depuis des semaines et donc à la loi Omnibus, notamment dans cette émission. Mais il y a quand même... On peut se regarder, même nous médias, un travail sur l'acceptabilité ou sur l'accompagnement social de la transition et de la transformation. Oui, c'est toujours la question de la fin du monde et de la fin du mois. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose sur lequel on se penche, y compris secteur par secteur, politique par politique, parce qu'on voit bien que cette question d'acceptabilité, elle est au cœur de la transition et qu'on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à se pencher particulièrement sur les ménages et les entreprises qui sont les plus vulnérables. Du côté des entreprises, parce que en fait, on a... D'autant plus qu'on va avoir cet écart d'ambition climatique qui va croissant, on a une vraie question d'impact sur notre tissu industriel. Le risque de fuite de carbone, c'est-à-dire en gros, on fait des politiques climatiques pour baisser nos émissions chez nous, mais au lieu que ça baisse les émissions mondiales, ça fait simplement déplacer la production vers les moins 10 ans, et au final, ça n'a pas d'effet sur le réchauffement. Donc là-dessus, c'est plutôt le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est important. Et au niveau des ménages, évidemment, les enjeux d'acceptabilité, c'est que tous les ménages ne sont pas du tout égaux face à la transition, de par leurs revenus, mais pas seulement. C'est aussi quels sont les ménages urbains et les ménages ruraux. On ne va pas pouvoir s'acheter une voiture électrique. Ce qu'on appelle du capital brun, c'est-à-dire une passoire thermique, une vieille voiture thermique, mais sans avoir les moyens de s'acheter une voiture électrique. Là-dessus, il faut quand même se dire que beaucoup a été fait en termes de ciblage des aides. C'est aussi une raison pour laquelle on ne peut pas dire juste... Alors les économistes aiment beaucoup la tarification carbone, on ne peut pas dire juste augmentons le prix du carbone et tout ira bien, parce que pour certains ménages, évidemment, la transition n'est pas possible sinon. Donc il faut aussi des aides, typiquement les aides à la rénovation, les aides à l'achat ou au leasing de véhicules électriques qui sont devenus de plus en plus ciblés sur les ménages modestes et qui réduisent de beaucoup le reste à charge pour les ménages modestes, avec des barèmes plus généreux ou avec des aides qui leur sont réservées. Et avec cette idée aussi de ne pas tout faire porter sur la puissance, ou sur les dépenses publiques. Ce lien entre dépenses publiques et dépenses privées, vous en parlez aussi dans ce rapport. Oui, je pense qu'il faut avoir conscience aussi que l'essentiel du financement de la transition va venir du secteur privé. C'est privé dans son 70%, 80%, c'est difficile à chiffrer. Ça dépend un peu des instruments qu'on utilise. Simplement pour donner des chiffres d'ensemble, donc on estime que à horizon 2030, pour atteindre nos objectifs de décarbonation, on va avoir besoin en brut de 110 milliards d'euros d'investissements publics et privés confondus en plus. Alors ensuite, on enlève certains qu'on n'aura plus besoin de faire. Typiquement, on aura besoin de plus d'investissements en voitures électriques, mais moins en voitures thermiques. On enlève aussi le gain qu'on va obtenir parce qu'on fait des économies d'énergie en faisant ces investissements, donc ça en réduit le coût. Et en net, ça fait à peu près 63 milliards d'euros pour l'ensemble de l'économie française. Évidemment, vu notre contexte de finances publiques, ça ne sera pas 63 milliards d'euros portés par la puissance publique. Et il n'y a pas forcément de raison que ça le soit, parce que certains de ces investissements, par ailleurs, sont rentables en termes de factures énergétiques, etc. Donc le rôle de l'État, ça va être de faire ses propres investissements, évidemment, par exemple la rénovation des bâtiments publics. Et puis de manier à la fois la carotte et le bâton, c'est-à-dire les incitations, la réglementation, un peu des deux, c'est ça ? Un mix de réglementation, de tarification, de subventions. D'accompagner ceux qui sont les plus vulnérables et puis ensuite d'avoir ce mix d'instruments qui permet de déclencher les investissements qui n'auraient pas lieu sinon, qui ont besoin de soutien public pour être déclenchés, soit parce qu'ils ne sont pas rentables ou rentables à un horizon trop long ou parce que tout le monde a un certain biais de court-termiste et que sinon ça ne se fera pas. Ça peut passer par des subventions, mais aussi par d'autres instruments, de garantie, de prêt à taux zéro, etc., qui sont moins coûteux in fine pour les finances publiques, mais qui peuvent aussi aider à surmonter certains obstacles. Oui, certains sont déjà à l'œuvre, évidemment. Est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres ? C'est difficile de répondre à cette question, en termes de levier.
Moi, je pense à la loi AGEC, par exemple, qui est intéressante parce qu'elle donnait un calendrier et puis elle a permis, filière par filière, d'une certaine façon, de créer des filières de recyclage, de valorisation des déchets qui n'existaient pas auparavant. Oui, alors je pense que, par exemple, ce que souligne cet exemple, c'est l'importance de donner de la visibilité. Oui. Parce qu'on est sur une transition qui s'inscrit sur le temps long. Qui demandent des investissements qui, comme je le disais, sont rentables sur le temps long. Alors, je parlais des ménages, ça peut être au bout de combien de kilomètres votre voiture électrique est plus rentable que la voiture thermique ou votre pompe à chaleur est plus rentable que la chaudière à gaz. Pour les entreprises, si je décarbone mon outil de production, c'est aussi parce que le prix du carbone va être plus élevé à l'avenir et que donc ça devient plus rentable. Et surtout, c'est très très important d'avoir de la visibilité pour l'innovation. Parce qu'une grande partie de ce dont on va avoir besoin, ça va dépendre du développement d'innovations bas carbone, dont certaines, notamment dans le secteur industriel, ne sont pas encore très matures et qui sont risquées, etc. Et donc, on a besoin aussi de visibilité là-dessus. Donc, c'est des principes plus que des instruments précis, mais je pense que la cohérence et la crédibilité est importante pour ça. Et ensuite, l'outil efficace, il n'y en a pas un seul. On disait, les économistes aiment bien la tarification carbone parce que, en fait, ça demande à l'État d'avoir assez peu d'informations sur le détail des investissements, ce que savent les entreprises, par exemple, mieux que le gouvernement. Mais on voit bien que ça soulève des enjeux de compétitivité, d'enjeux distributifs. Et donc, le bon outil, c'est probablement un mix de subventions et de réglementations bien proportionnées et de tarification dans certaines limites. Merci beaucoup, Dorothée Rouzet, et à bientôt sur Be Smart for Change. Le rapport complet est à découvrir évidemment sur le site de la Direction générale du Trésor. On passe à notre débat. On parle justement de la loi Omnibus au niveau européen. Simplification salutaire ou recul désastreux?